Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo des points clés. Aujourd'hui, focus sur les ruptures massives de la coiffe des rotateurs. Je suis Mathieu Loubière et je vais vous présenter mes conflits d'intérêts. Je suis kinésithérapeute libéral, je suis également formateur en formation initiale ainsi qu'en formation continue. Je travaille entre autres pour les organismes des rencontres Europhysio. Je suis également co-gérant de GMK, une société de formation placée en Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, je suis responsable du comité scientifique des rencontres Europhysio 2022 qui se tiendront à Dijon. Je vais maintenant vous présenter le plan de cette courte vidéo. Nous allons évoquer le tableau clinique et l'éthiopathogénie des ruptures massives de coiffe. Seront ensuite évoqués l'examen clinique, les points clés de cet examen, la place et le principe du traitement en kinésithérapie, et enfin quelques apports techniques pratiques. Ne seront pas abordés dans cette vidéo la place et les différentes chirurgies possibles pour ce type d'atteinte, et également le traitement par infiltration ou encore par bloc anesthésique. Commençons donc par le tableau clinique. Cette patiente, vous la connaissez en général, il s'agit de quelqu'un qui est âgé de plus de 55 ans, qui va se présenter avec une douleur d'épaule plus ou moins intense, et avec une caractéristique, c'est-à-dire une perte de force qui sera massive et qui peut être d'installation soit brutale, en général en lien avec un traumatisme, comme une chute de bras ou une rotation externe forcée, ou insidieux, qui est venu régulièrement, progressivement. Peut être associé à ça crépitus, puisqu'on peut avoir de l'arthrose associée à ce type d'atteinte, et également une atrophie. Si on réfléchit maintenant en termes de prévalence, vous avez ici schématisé différentes prévalences. Il s'agit de l'âge moyen où on retrouve à l'échographie ces éléments-là. On se rend compte qu'avec le temps, les atteintes de la coiffe se font de plus en plus fréquentes, puisque un quart des patients de plus de 60 ans ont une rupture de coiffe, et autour de la moitié des patients de plus de 80 ans. En plus d'augmenter en fréquence avec l'âge, les ruptures de coiffe, elles augmentent de taille dans le temps. Il est à noter que le niveau d'activité de l'épaule n'est pas corrélé au risque de progression d'une rupture. Une question, un élément qui est souvent évoqué pour ces notions de rupture, c'est la douleur. Eh bien, il faut savoir que la prévalence des ruptures de coiffe est relativement similaire chez les patients qui sont symptomatiques de ceux qui ne le sont pas. Et elle augmente avec l'âge. Deuxième élément intéressant, c'est que lorsque vous avez une épaule qui est symptomatique, il y a 50% de chances d'avoir l'épaule opposée dans le même état. Si j'ai une rupture à droite, j'aurai une rupture à gauche, mais pourtant, je n'en souffrirai pas forcément. Toutefois, il existe quelques preuves pour dire que sur une déchirure, une nouvelle douleur peut être un signe d'aggravation de la déchirure. Donc, est-ce que ça fait mal ou pas? Eh bien, ça dépend. Si on va un petit peu plus loin sur l'éthiopathogénie, il existe de nombreuses classifications pour les différentes déchirures de la coiffe. Je vous ai positionné cette photo ici d'un article de Lederman qui reprend la classification de Philippe Collin concernant les ruptures de coiffe. En général, les ruptures sont classées selon leur taille, leur profondeur et leur localisation. Et chose intéressante, anatomiquement, une pseudo-paralysie, j'y reviendrai plus tard pour vous décrire exactement cliniquement ce que ça veut dire, une pseudo-paralysie intervient en cas d'atteinte de ce qu'on appelle le câble des rotateurs. Alors pour rappel, le câble des rotateurs, c'est cette espèce de noyau fibreux de fusion qui se trouve à l'extérieur, latéralement à l'humérus, et qui fait que tous les tendons se rejoignent sur ce câble. Il a été montré que si on avait une atteinte de type B, c'est-à-dire du supraépineux et de tout le subscapulaire, puisque sur le schéma, vous voyez, il est séparé en deux parties. La partie de droite, c'est l'avant, au niveau de la figure, ou d'au moins 3 muscles de la coiffe déclencher une pseudo-paralysie. Donc en fonction de l'atteinte du câble, de cette disruption du câble, on peut avoir une paralysie qui peut apparaître. Vous savez qu'il existe plusieurs classifications, que certaines classifications sont basées sur les structures, d'autres sur les symptômes, et qu'il n'y a pas forcément de consensus. Si la douleur d'épaule était un jeu de cartes, à ce moment-là, il y aurait une famille qu'on appellerait douleur liée à la coiffe des rotateurs, et dans cette famille, on aurait la rupture massive de coiffe, qui se trouve dans ce groupe de patients, douleur liée à la coiffe des rotateurs. Parlons maintenant un petit peu de l'examen clinique. Avant de partir, quelques éléments pour savoir de quoi on parle. Tout d'abord, est-ce que c'est justifié ou pas de poser un diagnostic par structure? Sous-entendu, est-ce que c'est utile de dire ou pas s'il y a une rupture de la coiffe? Eh bien, dans certains cas, ça peut être utile, dans les cas où le traitement sera différent en fonction de la structure touchée. Et il se trouve que pour les ruptures de coiffe, ça peut être pertinent dans la mesure où vous allez avoir des patients plus jeunes qui vont avoir une rupture de la coiffe. Quand je dis plus jeune, c'est autour de 40-50 ans, chez qui l'option chirurgicale pourrait être envisagée. Donc oui, ça peut compter.
On peut également baser notre approche sur ce qu'on appelle la réponse clinique, c'est-à-dire que plutôt que de poser un diagnostic de structure, on va partir de symptômes et voir comment on les modifie. On verra que dans le traitement, ça a son importance. J'ai schématisé sur les diapos suivantes les éléments marquants que vous allez pouvoir mettre en évidence chez ce type de patient. Alors dans l'examen subjectif, évidemment, on va questionner la douleur, bien essayer de la qualifier. On va également regarder s'il y a des atteintes fonctionnelles. On recherchera les facteurs de risque qu'on appelle les drapeaux jaunes, les drapeaux bleus, les drapeaux noirs, qui peuvent avoir un impact sur la progression. En ce qui concerne l'observation, évidemment, vous avez des éléments d'asymétrie à constater, notamment si la rupture est ancienne, on aura des amyotrophies présentes. Et nous verrons également la posture peut avoir un petit impact, nous en parlerons dans la partie principe de traitement. Concernant les mouvements actifs, ici il va y avoir quelque chose de très important, ça va être la recherche du frog sign, qui est le signe de haussement d'épaule, et de la pseudo-paralysie. La pseudo-paralysie, c'est une élévation active inférieure à 90 degrés, alors que passivement on a toute l'amplitude. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la définition, il n'y a pas forcément un consensus. Donc je vous donne cette définition-là, c'est celle que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc au mouvement actif, on peut avoir une perte visible. Par contre, en passif, normalement, on va retrouver des amplitudes qui vont être conservées dans ces ruptures massives de coiffe. Attention, sauf si elles sont associées à de l'omarthrose, de l'arthrose d'épaule, auquel cas on aura des amplitudes qui peuvent être limitées. Et on va également avoir une rotation latérale qui sera augmentée si on a une rupture du suprascapulaire. Pour finir avec ces éléments marquants de l'examen clinique, il faut que j'évoque les tests spécifiques, qui sont les tests orthopédiques, qui sont relativement critiqués pour les tendinopathies de la coiffe. Il se trouve que pour ce qui est des ruptures de coiffe, on a les lag signs qui restent assez intéressants pour mettre en évidence ce problème de rupture. On dit que ce sont des tests qui sont relativement spécifiques. Et il existe un cluster avec 4 signes, un âge supérieur à 60 ans, la présence d'un arc douloureux, et un drop arm test positif ainsi qu'un test de l'infra-épineux comme le test de Batts. Lorsque vous avez ces 4 éléments-là, ou lorsqu'ils ne sont pas présents, vous avez une grande chance d'avoir ou de ne pas avoir le problème de la rupture de coiffe. Avant d'évoquer le traitement en pratique, je vais vous donner quelques principes de traitement retrouvés dans la littérature. Vous trouvez sur cette diapositive la liste des articles que j'ai utilisés pour construire ces principes et ces exercices que vous verrez après. Je ne vais pas les rappeler systématiquement, donc tout ce que vous verrez ensuite est la synthèse de ces différents papiers. En guise de mise en bouche, ce qu'il faut savoir, c'est que les preuves disponibles pour ce type de rééducation, elles sont assez parcellaires et de faible qualité. Il y a beaucoup d'avis d'experts, peu d'essais contrôlés randomisés, et il y a des problématiques méthodologiques, notamment pour identifier les patients du fait de la problématique du diagnostic structurel, et également pour générer les traitements. On va voir qu'il y a des variabilités. Toutefois, si on devait établir quelques recommandations, les choses qu'on retrouve, c'est que chez ces patients-là, vous vous en doutez, l'exercice est relativement recommandé avec un grade B. On a une revue de littérature très bien montée par Jean Favre qui date de 2018. Et il faut prendre en considération qu'il faudra voir le patient au moins 6 semaines et au maximum 3 à 4 mois. Si on a un échec après 3-4 mois, il ne faut pas hésiter à rediriger le patient pour qu'il ait un traitement chirurgical. L'objectif de cette rééducation va être de redonner une élévation et redonner de la rotation latérale. Pour évoquer quand même si j'ai dit que je n'en parlerai pas, l'option chirurgicale, il faut savoir qu'il y a des controverses pour la prise en charge chirurgicale ou non, versus traitement conservateur pour ces atteintes-là. Il est plutôt recommandé, comme je le disais, plutôt d'opérer les ruptures traumatiques, plus que les ruptures dégénératives. Et il existe plusieurs critères pour opérer. Les critères de choix sont l'âge, la taille de la déchirure, les différents tendons touchés. On a vu que s'il y avait des tendons antérieurs, ça marchait moins bien. Les facteurs de comorbidité, ainsi que l'échec au traitement conservateur. Que retrouve-t-on dans cette prise en charge comme grosse étape, si je puis dire? Alors, elles sont présentées sur un cercle pour vous dire qu'elles ne sont pas à faire dans ce sens que je vous propose, c'est à adapter en fonction du patient. Vous avez la boîte éducation, dans laquelle on va évoquer l'éducation à la douleur et l'éducation posturale. On a une partie basée sur la gestion des douleurs, on va parler dans ce cas-là d'antalgie et de modification de symptômes. Une partie basée sur la récupération d'amplitude si nécessaire. Et enfin, la plus grosse partie, la partie exercice, dans laquelle nous allons travailler le contrôle moteur et la force, en orientant sur, si je puis dire, 3 groupes, le deltoïde, le petit rond et les muscles scapulaires. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Je vais reprendre les différents items de la diapo précédente.
Concernant l'éducation, on va voir qu'il y a plusieurs parties dans cette éducation. La première partie, c'est l'éducation sur les facteurs de risque. Il a été montré, notamment par Rachel Chester, que les attentes du patient et son auto-efficacité, un terme à la mode, c'est-à-dire sa capacité à s'investir dans son traitement, étaient les facteurs les plus importants pour le pronostic. Si le patient a de faibles attentes, qu'il imagine que la rééducation ne pourra pas l'améliorer, ou une faible auto-efficacité, le pronostic est un petit peu engagé, c'est-à-dire qu'il ne sera pas optimal. Le second message clé qui est important que les patients doivent comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une déchirure qu'il y a forcément une atteinte fonctionnelle ou de la douleur. Nous l'avons vu, on a des gens non symptomatiques qui ont des ruptures. Il faut, au niveau de la communication, limiter l'utilisation de termes négatifs ou techniques qui peuvent mettre des facteurs psychosociaux, notamment des facteurs cognitifs, des drapeaux jaunes à nos patients et donc limiter leur progression. Et enfin, il est recommandé de faire de l'éducation à la douleur, de la Pain Neuroscience Education, parce que souvent, lorsqu'on est dans une atteinte dégénérative, on est sur une douleur qui traîne depuis un moment et il est probable qu'il y ait une sensibilisation à la douleur. Et dans ce cadre, il est plutôt recommandé d'expliquer la douleur en utilisant des métaphores ou en utilisant du questionnement. Il y a des techniques éducatives pour ça. Je vous encourage à vous tourner vers ces contenus-là. Il y a plein de contenus gratuits disponibles, notamment par exemple sur le GI douleur de la Société française de physiothérapie. Deuxième étape dans l'éducation, je mets éducation posturale avec un point d'interrogation. Alors on va peut-être me tomber dessus. Pour moi, je rappelle mon point de vue. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise posture. Mais à noter quand même chez ces patients-là, qui nous occupent ici, dans toutes les lectures que j'ai faites, systématiquement, il y a plutôt deux choses qui viennent. Il faut une position scapulaire adéquate, c'est-à-dire avoir une bonne capacité de contrôle de cette position scapulaire. Et deuxièmement, la tendance, c'est plutôt aller vers la bascule postérieure, apprendre aux patients à basculer cette scapula. Ça va améliorer la stabilité et permettre au deltoïde de fonctionner dans de bonnes conditions. Il est également recommandé de demander au patient de bien se concentrer lorsqu'il va réaliser les mouvements. On peut également utiliser l'imagerie motrice. Deuxième pan, la gestion de la douleur. Alors on peut mettre en place des stratégies antalgiques classiques parce que lorsqu'il y a une douleur trop importante, ça limite évidemment la progression. Alors, il y a les anti-inflammatoires, les infiltrations, le bloc du nerf suprascapulaire par exemple qui peuvent être proposés. Mais on peut aussi faire un truc tout bête, c'est modifier la demande à court terme. Sous-entendu, à court terme, vous allez limiter ce qui vous fait mal et maintenir ce qui ne vous fait pas mal. Et on peut également utiliser des techniques antalgiques, soit passives, les mobilisations par exemple que nous allons voir juste après peuvent être antalgiques, soit actives, on peut appliquer les raisonnements qui sont développés aujourd'hui sur les tendinopathies, par exemple les contractions isométriques maintenues longtemps peuvent être recommandées dans certains papiers justement pour essayer d'avoir une action antalgique. Donc la gestion de la douleur va se faire soit par action directe comme un médicament, une médicamentation, soit par le traitement qu'on va utiliser. Les mobilisations sont un exemple, mais l'exercice peut être également un autre exemple. Je vous ai donné l'exemple des contractions isométriques. Une autre étape, un autre pan de cette rééducation, c'est la restauration de l'amplitude. Alors ça n'est pas toujours obligatoire de redonner une amplitude parce qu'on n'est pas forcément limité. Ce n'est pas toujours nécessaire. Maintenant, dans ce cadre-là, on peut se servir des mobilisations, notamment des mobilisations par glissement, et c'est très bien montré par certaines études, pour limiter la douleur. En général, ce qui est proposé, c'est soit un glissement caudal pour dégager de l'espace entre la tête humérale et l'acromion, et un glissement postérieur. Ce sont ces deux glissements-là qui sont utilisés en général au service de la réduction douloureuse. On peut également faire de la mobilisation scapulothoracique. Enfin, lorsqu'on s'intéresse aux techniques de tissu mou, il existe quelques données sur les étirements. Vous trouverez ces informations dans l'article de Jean Favre. Concernant les exercices maintenant, vous avez compris que c'est une étape très importante. Lorsqu'on regarde les articles, il y a vraiment des façons de faire assez différentes, mais il y a, on va dire, trois grands pans. Le premier, c'est le travail du deltoïde. Il faut un deltoïde compétent pour pouvoir faire une élévation. Le deuxième, c'est récupérer un petit rond un petit peu plus fort pour améliorer la fonction, notamment par exemple le main-bouche. Et enfin, il faut une scapula qui soit stable. Et quand on parle de scapula stable, souvent on évoque le dentelé antérieur et le trapèze inférieur. Deuxième grand principe, il va falloir exposer le patient à la charge de manière progressive et il ne faudra pas hésiter à mettre de l'intensité. Il faut faire du renforcement.
Enfin, l'utilisation d'une chaîne semi-fermée peut être également utile pour pouvoir travailler sans trop de douleur au départ. Je vous ai mis ici des modalités, alors je ne vais pas toutes les lire, vous pourrez mettre la vidéo en pause pour pouvoir les consulter. Des modalités de traitement, ce qu'il faut savoir c'est que dans le cadre de ces atteintes sur la rupture de coiffe, il n'y a pas de consensus sur la répétition, la charge, la douleur, le type d'intensité. Tout ça, ça reste inconnu. Donc en fait, je pense qu'il faut faire patient centré. Surtout à mon avis, ce sur quoi il faut être intransigeant, c'est l'intensité. Il faut vraiment charger le patient de plus en plus et se dire ça n'est pas parce que le patient est âgé qu'il est fragile et qu'il ne peut pas travailler. Le message clé, c'est ça. Que dire sur le deltoïde, peut-être le muscle le plus important à récupérer. Alors, il existe plusieurs protocoles et plusieurs possibilités. Il y en a qui s'intéressent au deltoïde antérieur seulement, d'autres à tout le deltoïde, d'autres encore décident de le travailler au-dessus de 90 degrés, dans un objectif de limiter la douleur et de travailler sur de la compression. Et enfin, il y en a qui militent pour la chaîne ouverte et la chaîne fermée. Sur cette diapo, vous avez un exemple d'exercice, et alors j'attire votre attention sur la photo de droite, la petite photo où il y a écrit Shoulder Rehabilitation. Je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à consulter ce livre. Il s'agit d'un livre de près de 200 pages qui a été fait par des autrices anglaises et qui présente tout un tas d'exercices. C'est très bien ficelé, il y a les recommandations, il y a le niveau de preuve, tout est classé en fonction de l'intensité, donc je vous recommande vraiment de lire ça. Enfin, un autre exercice que j'aime bien, c'est un article qui est assez ancien, de Kiné la Revue, écrit par Monsieur Gerlach, qui présente un exercice de travail du deltoïde sur de l'antépulsion. Un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple et il va stimuler le deltoïde avec une charge. Si jamais vous ne pouvez pas faire ces éléments en chaîne ouverte, vous pouvez cibler sur des exercices en chaîne fermée, semi-fermée, par exemple ces exercices avec ballon qui peuvent vous aider. L'objectif c'est que le patient commence à retravailler son deltoïde sans avoir trop de douleur. Vous pouvez également travailler le petit rond en utilisant des résistances manuelles puis des résistances élastiques. Ce qu'il faut, c'est lui redonner plus de force, qu'il soit capable de se contracter de manière plus efficace. En ce qui concerne la scapula, les gros exercices qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle l'inferior glide, qui est un exercice d'abaissement de la scapula qui va se faire en chaîne fermée. On demande au patient de venir abaisser sa scapula comme ça. Et vous avez également l'exercice low row, le rameur bas, qui consiste à faire une extension en abaissement. Tout ça, ça va stimuler les muscles stabilisateurs. Et on comprend bien que ce bras, pour pouvoir fonctionner, développer de la force, il faut que la base, elle soit stable. Le tout, évidemment, c'est au service de la fonction. Ne pas hésiter à ajouter de la proprioception, du geste fonctionnel, travailler en chaîne fermée, travailler en réduisant le bras de levier pour rendre le mouvement plus facile. Tous ces éléments-là sont somme toute classiques. Nous arrivons à la fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quels sont les messages à retenir ? Le premier, c'est que les ruptures sont normales, c'est écrit entre guillemets puisque ça survient normalement avec l'âge. Il faut savoir que la douleur et la fonction sont peu corrélées aux structures touchées. Donc si votre patient est touché, si vous-même vous êtes touché, vous pouvez être aussi de bons pronostics, notamment si vous avez des bonnes attentes. Ce qui caractérise ces ruptures massives de coiffe, c'est deux choses. Une perte de force et pas de perte d'amplitude. Il peut y avoir une perte d'amplitude associée si notamment on a une omarthrose. En ce qui concerne l'examen clinique, les lag signs, les signes du portillon et les clusters sont utiles pour pouvoir diagnostiquer, inclure le problème. La rééducation est principalement axée sur l'exercice pour pouvoir progresser au niveau fonctionnel. Et dans ces exercices, on va se concentrer sur le deltoïde pour l'élévation et le petit rond pour la fonction de rotation externe. La rééducation doit se poursuivre au moins 6 semaines et si échec après 3 mois, il ne faut pas hésiter à réorienter le patient vers la chirurgie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, merci pour votre soutien, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition pour y répondre dans la limite de mes possibilités. Et on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.